Cette enquête a été lancée par les CNRL et on s'est associé bien sûr à la CNRA de façon à être en capacité de vraiment rendre compte de l'état des lieux de l'éducation aux médias et à l'information menée par l'ensemble des radios associatives. Quel était l'enjeu sur lequel nous étions ? C'était tout simplement de démontrer que ce maillage dont il a été question tout à l'heure, que ce savoir-faire qui avait été accumulé par le fait de l'histoire et de l'apprentissage au fur et à mesure sur le terrain, couvrait vraiment de façon très vaste et très large cet espace national, que ce soit en France ou en France métropolitaine ou outre-mer. Et pour ma part, en tant que délégué national à l'éducation du SNRL, lors des différentes auditions qu'on a pu avoir au niveau national, j'ai été amené à sortir un chiffre de façon à ce qu'on dise exactement ce qu'on représentait. Et j'avais avancé il y a un an et demi, le chiffre de 30 000. J'ai dit, on est au moins 30 000 personnes touchées par l'ensemble des actions des radios associatives en France. Et ce que je peux vous dire, c'est ce que révèle l'enquête, vous l'avez sous les yeux, c'est qu'il y a plus de 500 radios associatives en France, 178 ont répondu, et bravo et merci à elles pour ce travail qui n'était pas toujours facile. On est déjà au-dessus des 50 000, vous aurez les chiffres plus précis plus tard. Donc c'est énorme. C'est énorme, c'est-à-dire que ce qui apparaît sur ce premier chiffre, c'est qu'en termes de contact avec un public qui n'est pas uniquement un public scolaire, le réseau des radios associatives est le premier réseau en termes de nombre de personnes touchées en France. Voilà. Et ça, on l'a également agrémenté d'autres éléments qui figurent d'ailleurs dans les slides qui ont été préparés par Maxime. Toutes les régions sont donc effectivement concernées. Et ce que l'on voit, c'est surtout la forte représentativité en province. La ministre de la Culture, Rachida Dati, insiste aujourd'hui beaucoup sur la ruralité, ce qu'on n'attendait pas forcément d'une Parisienne, mais en fait, elle insiste beaucoup là-dessus, elle auditionne sur le sujet. Et qu'est-ce que nous démontrons ? Nous démontrons qu'au-delà d'une volonté qui est lancée depuis Paris sur un format descendant, avec un schéma type descendant, eh bien, émergent partout sur les territoires des initiatives spécifiquement liées à la nature des territoires. C'est-à-dire qu'on agit comme on est, avec le public qu'on a, avec l'analyse du public avec lequel on va travailler. Et on s'aperçoit que cette fameuse image qui est véhiculée, je dirais, par un certain parisianisme, qu'il y aurait des déserts en matière d'éducation aux médias et à l'information, un mot qui m'a toujours horripilé, on est en train de démontrer que c'est faux. On est en train de démontrer qu'il y a effectivement des initiatives très très fortes qui sont menées par des radios, et c'est là qu'on a un point faible qui a été annoncé, enfin dit par quelqu'un, je ne sais plus qui tout à l'heure, parce qu'on sait faire, mais ce qu'on ne savait pas faire, c'est faire savoir qu'on sait faire et qu'on fait. Et aujourd'hui, avec cette enquête, nous disposons de l'outil qui nous, et ce n'est pas un sondage, c'est bien une enquête, c'est-à-dire c'est des éléments factuels. On ne demande pas aux gens qu'est-ce que vous pensez d'eux. Hein, ce n'est pas ces éléments scandaleux qui circulent aujourd'hui sur pour qui on doit voter en fonction des résultats des sondages. Un truc qui est horripilant pour tout journaliste comme support, mais ça c'est un autre sujet. La question ici, c'est qu'on est bien sur de l'enquête, sur du factuel, sur des chiffres. Nous avons les sources. Quiconque mettra en cause les éléments que nous fournissons devra se confronter aux réponses que nous avons. Donc on est bien sur une démarche scientifique, une démarche de réunion de données, de commentaires de données, d'analyse de données, et comment transformer l'ensemble de ces données pour avoir un plan stratégique qui fasse qu'on puisse être au service de la nation, au service des jeunes, au service de tous les gens qui ont aujourd'hui vraiment besoin d'être accompagnés sur les problématiques de préhension de l'information, avec tout ce qui a été dit de façon parfaite tout à l'heure par notre collègue du CLEMI. On est embarqué dans le même bateau, on n'a pas les mêmes outils, on n'est pas dans les mêmes structures, mais le combat qu'on mène est exactement le même, et l'EMI est aujourd'hui un combat effectivement prioritaire au niveau national. Ce n'est pas un hasard s'il y a 2 ans, c'était en mai 2022, de nombreuses organisations de l'éducation aux médias et à l'information se sont réunies pour demander à Emmanuel Macron de faire de l'EMI
une grande mission nationale, hein, une grande priorité nationale, bon, ce qui n'a pas encore été entendu, mais par contre, on voit des choses qui bougent très sérieusement dans les ministères, un peu partout, voilà. Donc le boulot aujourd'hui de Redouane qui va être très difficile, par contre, hein, ça va être de m'arrêter. Donc je vais m'arrêter. Juste un mot, dire qu'en tant que représentant ici du syndicat national des radios libres, je voudrais d'abord vous saluer, vous, Radio CNRA, saluer les deux dirigeants présents, les deux présidents, Farid et Jean-Marc, et puis surtout saluer notre ami, mon ami, j'y tiens, hein, Jean-Yves Breteau, qui n'est pas là aujourd'hui et qui est aussi quelqu'un de formidable. Et à qui on pense donc très qu'on fort. se le dise, les deux syndicats travaillent ensemble. Exactement. Revenir un petit peu sur l'enquête, Eric, sur quelques chiffres, la démarche, le groupe de travail. Et puis, dans cette maison qu'est l'EMI, tu avais listé 3 autres pistes. La pédagogie radiophonique, qu'est-ce que c'est que la pédagogie radiophonique? Quelles sont les urgences aujourd'hui de l'EMI? Et enfin, tu as inventé un mot qui n'est pas encore entré dans le dictionnaire, mais bientôt peut-être, c'est du système EMI. Quels sont les différents acteurs, etc. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur l'enquête, s'il te plaît? Oui, alors donc 178 radios qui ont répondu à notre enquête, ce qui nous a permis de savoir qu'on impactait en fait 10 000 établissements. Ce qu'on appelle établissements, ce sont des écoles principalement. On va voir une autre slide tout à l'heure qui va nous montrer ce détail et cette répartition. C'est-à-dire c'est 10 000 lieux où nous intervenons. Ça peut être donc une école, ça peut être une prison, ça peut être un EHPAD, ça peut être une entreprise, une MJC. Une MJC, enfin voilà, ça va de la maternelle à l'université. Okay. Et donc que nous dédions 75 000 heures à l'action de l'EMI. 75 000 heures que nous donnons. Rapporter ça à une entreprise sur une année, vous voyez ce que ça peut donner. Après, il faudra qu'on regarde aussi le chiffre, l'autre chiffre important qui correspond aux 75 000 heures, combien ça fait en valeur purement monétaire. Et là, vous verrez quelle est la place qu'il y a derrière aussi en matière d'engagement bénévole. C'est quelque chose sur lequel on s'est engagé depuis une quarantaine d'années et c'est quelque chose sur lequel il faut impérativement que l'on recule pour aller vers une démarche qui soit une démarche qui permette de financer normalement nos actions d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et il n'est pas question sauf exception et sauf besoin militant pressant, de systématiquement rester dans la gratuité pendant que des concurrents nouvellement arrivés sur ce qui devient un marché de l'EMI, eh bien, vont effectivement se faire payer parce que c'est dans leur logique économique. Mais ça, c'est un autre sujet qui est un peu développé dans l'enquête. On peut continuer sur l'autre slide. Alors voilà, celle-ci est assez révélatrice. Alors vous avez vraiment que la base, là, puisque officiellement, elle est sous embargo, cette enquête. Alors, on voit les 3 gros points. Le collège, c'est d'abord le collège dans lequel on intervient. Ensuite, les écoles élémentaires. Et puis, on voit apparaître après d'autres domaines. Je pense que vous arrivez à lire sur le tableau. En fait, 60% à peu près est représenté par les établissements d'éducation, de formation initiale, et 40% ailleurs. Et ça répond donc à ce besoin sociétal, aujourd'hui, d'intervenir auprès de tous les publics, au-delà du système scolaire, sur les enjeux d'éducation aux médias et à l'information qui sont encore plus prioritaires. C'est dingue à la vitesse où ça va. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur pourquoi c'est une priorité, on ne répond pas de la même façon aujourd'hui qu'il y a un an. Pour dire à quel point les évolutions sociétales sont fondamentales à suivre de près. Je ne sais pas si on en a une autre derrière. Voilà. Et ici, c'est sur des questions de forme d'intervention. Donc on insiste sur la pédagogie par le faire. On est effectivement issu du courant Freinet, on est issu du courant du non descendant, de l'interactif, construire soi-même ces outils et ces méthodes pour apprendre. Et donc, il y a 3 grands champs
hein, qui apparaissent ici. Il y a d'une part la lutte contre la désinformation. Donc on a détaillé toutes les formes qui étaient utilisées par nos radios dans cette lutte contre la désinformation et la manipulation. Il y a ensuite, on l'a dit, évidemment, la découverte des médias. Alors ça, c'était le b.a.-ba de l'EMI, tel qu'on en faisait avant que même le CLEMI existe, dans les années 70. Et puis surtout, comme on en a fait à partir du moment où le CLEMI a poussé à cette découverte des médias, dans la base d'un partenariat entre l'éducation nationale et le monde des médias. C'est toujours sur la base partenariale que les choses se sont posées. D'ailleurs, moi-même, je suis membre du Conseil d'orientation et de perfectionnement du CLEMI en tant que représentant des radios associatives. Donc on est dans la même maison, en fait, à un moment on se croise, quoi. Et puis la découverte de l'écriture journalistique, parce que, évidemment, ce n'est pas en regardant, en observant, en écoutant qu'on apprend, c'est évidemment en faisant. Hein. Et il faut donc être sur le faire, et l'écriture journalistique, apprendre à faire de la radio, ça commence par l'écrit. Parmi vous, je ne sais pas combien ont commencé des ateliers en utilisant cette phrase, mais elle est effectivement fondamentale. Hein. La radio, ça commence effectivement par l'écrit, et c'est valable aussi pour nos professionnels. Financement des interventions au milieu scolaire, plus en plus rémunérées, ailleurs, c'est plus compliqué. Oui, alors quand même des superbes avancées. Dans les dernières années sur les financements. Ça a été dit tout à l'heure, des DRAC de plus en plus réactives, des plans régionaux dont on peut regretter quand même l'inégalité selon les régions. C'est-à-dire il y a des régions dans lesquelles ça fait longtemps qu'il y a des plans émis et des financements émis, et puis d'autres où c'est parti plus faiblement, et peut-être même où c'est pas encore vraiment parti, je ne sais pas. Hein, en tout cas, c'est vrai que ça dépend des régions. Le Pass Culture est aussi une entrée maintenant vraiment très intéressante. Il faut aller vers le Pass Culture, parce que quel était le problème quand on devait intervenir dans les écoles? Si une école nous contactait, ou si nous on contactait une école, la question qui arrivait sur combien ça va nous coûter? Et là, quand on commençait à dire que c'était 50 € de l'heure, parce que ça pouvait pas être moins, quoi. Hein, voilà, on arrivait à des sommes très très importantes, et les établissements scolaires sont aussi pauvres que nous. Voilà, il faut le savoir. Hein, c'est pas de la mauvaise foi, c'est que ils n'ont pas de budget autonome, à part l'enseignement privé et l'enseignement agricole, où ils peuvent gérer directement leur budget, où c'est beaucoup plus facile. Mais dans l'enseignement public, ils n'ont pas beaucoup d'autonomie de budget. Alors c'est pour ça que le relais du Pass Culture par le ministère de la Culture, c'est effectivement quelque chose de génial, hein, de pouvoir accéder à la labellisation ADAGE. Et comme ça, entre l'établissement scolaire et nous, il n'y a plus de circulation d'argent. L'argent, il passe par ce Pass Culture, et c'est très bien. Et ça donne un peu de cohésion nation, quoi. Ça fait corps. Hein. On n'est plus dans un dialogue direct entre des intervenants, des opérateurs, et puis l'éducation nationale. Donc, voilà.